appelle ondes courtes, comme vous savez, les ondes qui ont de 13 à 80 mètres de longueur. Et ces ondes, ricochant ainsi entre le ciel et la terre, peuvent aller extrêmement loin. La caractéristique du nouveau poste, et je tiens à attirer votre attention là-dessus, au point de vue scientifique, c'est très important, c'est qu'il n'y a plus de réflecteurs. En somme, ce nouveau système, est extrêmement souple. Il n'y a pas de fading, d'évanouissement, n'est-ce pas, comme on dit. Il est peu coûteux et il est en somme parfait. Je suis sûr qu'à 7h14, vous allez vous lever pour l'anniversaire des ondes courtes. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, c'est une photographie du paysage agricole français qui est faite tous les 10 ans. Le recensement agricole, les résultats publiés vendredi font état d'une baisse de 20% du nombre d'exploitations en 10 ans. Dans le même temps, les exploitations agricoles se sont agrandies, atteignant 69 hectares en moyenne. Bonjour Mathieu Calam. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes ingénieur agronome et on vous doit enraciner l'agriculture aux presses universitaires de France. Alors 389 000 fermes recensées en 2020, c'est 100 000 de moins qu'il y a 10 ans, une baisse significative. Comment l'expliquer ? En fait, elle s'inscrit dans un mouvement qui maintenant fait plus d'un demi-siècle. En réalité, c'est lié à l'industrialisation de l'agriculture qui a été choisie délibérément après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces chiffres ne représentent pas en soi une surprise. Voilà. En 1965, il y avait un livre qui avait été publié par des chercheurs de l'INRA, jeunes à l'époque, qui s'appelait Une France sans paysans et qui prévoyait bien que l'industrialisation de l'agriculture conduirait en fait aussi à une industrialisation de sa forme sociale. C'est-à-dire que les paysans et les agriculteurs sont destinés à disparaître dans ce modèle. Et oui, parce que je crois que c'est 100 000 paysans de moins en équivalent temps plein qu'on a perdu dans le même intervalle de temps, Mathieu Calam. Voilà, alors, pour être très exact, je ne sais pas si Henri Mandras les appellerait des paysans, c'est des agriculteurs. Sociologue Henri Mandras, cher dans notre cœur, Mathieu Calam. Allez, disons que le monde paysan a dès à présent disparu. Le monde industriel se construit de toute façon sur la disparition du monde paysan. On parlerait plutôt maintenant d'agriculteurs ou d'actifs agricoles, parce que ça peut être aussi des salariés. Et plus vous mettez de machines, moins vous avez besoin d'hommes. Et demain, si ces machines ne sont plus conduites par des hommes, alors vous aurez encore moins besoin d'hommes. Et pour la surface, parce qu'on n'arrête pas de mettre l'accent sur le fait que les terres agricoles diminuent, ça ne semble pas véritablement être le cas en fait. Alors elles diminuent un tout petit peu, mais par rapport aux chiffres que vous avez cités d'augmentation de la taille des exploitations agricoles, la disparition de surface des terres agricoles, elle joue un rôle très très faible. Disons que vous avez un nombre d'hectares qui sont urbanisés ou utilisés pour les infrastructures par an, qui est une problématique réelle localement, mais globalement à l'échelle de la France, qui ne joue aucun rôle. Et la disparition des exploitations explique l'agrandissement des autres. Et il n'y a vraisemblablement pas de limite d'ailleurs à cet agrandissement. C'est-à-dire qu'on pourra un jour finir peut-être avec une seule entreprise de capitaux qui cultivera la France. Bon, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais alors vous allez me dire que ça n'est pas forcément le même registre, mais s'agit-il d'une augmentation des exploitations agricoles traditionnelles ou bien le bio? Parce qu'on insiste beaucoup sur le bio, le local, etc. Alors, est-ce que cela augmente véritablement ou s'agit-il d'un mouvement qui est en réalité marginal, Mathieu Calam ? Alors, les deux sont vrais à la fois, c'est-à-dire que ce mouvement augmente, mais il reste marginal par rapport à la tendance de fond, pour une simple raison, c'est que toutes les décisions politiques en matière d'agriculture continuent à être dans la trajectoire de l'industrialisation de l'agriculture. Le local émerge très récemment, en fait. Il faudrait qu'il soit accompagné de puissantes politiques publiques. Le ministère de l'Agriculture lui-même, d'une certaine manière, est un peu schizophrène. D'un côté, les décisions qu'il prend orientant l'agriculture vont dans le sens de l'industrialisation, et en même temps, il passe la loi Egalim, et en fait, qui incite les collectivités locales à aller vers du local. Et donc, il y a ces deux forces maintenant, une sorte de course de vitesse entre deux modèles dont on ne sait pas encore lequel l'emportera. Donc, j'ai en particulier lu qu'il y avait une diminution importante des exploitations liées à l'élevage.
les ovins et même les bovins. Alors ça, c'est en parfaite régression. Pourquoi, Mathieu Calam? Alors, il y a de multiples facteurs. Le premier, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de ces viandes, c'est incontestable, hein, et ça, c'est une tendance de fond. D'une part, pour des raisons de santé, parce qu'elles ont une mauvaise presse. Deuxièmement, parce qu'elles sont beaucoup plus chères que les autres et que les inégalités croissent. Donc, le revenu des Français consacré en tout cas à l'alimentation diminue. La deuxième raison, c'est qu'elles sont concurrencées par des pays très extensifs. Donc, c'est toute la question de l'accord avec le Mercosur, le Brésil, l'Argentine. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, en revanche. De toute façon, une nouvelle n'est jamais parfaitement bonne, ça dépend du point de vue que vous avez. Non, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Cela étant, ce qu'il y a aussi, c'est que comme le grain est extrêmement subventionné, les viandes blanches sont beaucoup moins chères. J'évoquais l'industrialisation, c'est beaucoup plus facile d'industrialiser l'élevage de monogastriques, de poulets et de porcs, que d'industrialiser l'élevage bovin. Et le dernier facteur, c'est que l'élevage bovin, notamment viande, se trouve concurrencé en fait par la viande comme sous-produit du lait, c'est-à-dire qu'en gros, les vaches, comme les gens mangent de moins en moins, distinguent de moins en moins les morceaux et mangent de plus en plus de la viande transformée sous forme de steak, la vache laitière de réforme fait l'affaire. D'accord. Et alors, l'autre question qui se pose, c'est notre souveraineté alimentaire. On en parle de plus en plus, mais lorsqu'on explique que le nombre d'exploitations agricoles diminue, est-ce que cela met en péril justement cette souveraineté alimentaire? Ce qui met en péril notre souveraineté alimentaire, c'est d'abord que cette agriculture industrielle utilise énormément d'énergie, une énergie que nous ne produisons pas. Donc, on le voit bien à chaque fois que les prix du pétrole augmentent, tous les prix des produits alimentaires augmentent. Donc, on a une extrême dépendance à l'énergie. Si demain, le pétrole d'Arabie Saoudite n'arrive plus en France, on a un problème de sécurité alimentaire. Donc croire que la sécurité alimentaire, c'est juste l'alimentation produite serait une erreur. En fait, notre agriculture est maintenant complètement intégrée à un système global, d'une certaine manière, dont les puissances industrielles émergentes seront les prochains structures. Actuellement, l'espoir de beaucoup d'agriculteurs, c'est de vendre aux Chinois. Bon, ce qui est un peu aberrant, parce que ça amène que le contribuable européen subventionne une production alimentaire pour vendre de l'alimentation pas très chère aux Chinois, ce qui est un peu bizarre. Voilà, mais bon, ça fait partie des absurdités du système actuel. Alors justement, ce sera ma dernière question, Mathieu Calam. Est-ce qu'il faudrait que la PAC soit remaniée? Alors pour la raison que vous venez d'évoquer, ou bien pour tenter par exemple d'accroître la part du bio et du local dans notre alimentation? Oui, tout à fait, il faudrait, mais pour ça, il faudrait tordre le bras du complexe agroalimentaire, et c'est une opération qui n'est pas très facile à faire, et en tout cas qui visiblement n'a pas été entreprise par notre ministre. Et c'est aujourd'hui ce complexe-là qui est en augmentation et en parfaite santé. Oui, puisqu'en fait, si vous voulez, vous avez deux voies. Les agri-managers, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de la transformation, je dirais, sous forme capitaliste de l'agriculture. Au sens capitaliste, au sens premier du terme, c'est que c'est des exploitations de capitaux, des sociétés qui vont exploiter. Comme je le dis, il faut faire le parallèle, par exemple, avec la sidérurgie. Il y avait des maîtres de forge nombreux en France au 19e siècle. Après, à la fin, il n'y a plus qu'Usinor Sassilor. Et puis à la fin, Usinor Sassilor s'est fait acheter par les Indiens. C'est la trajectoire que suit l'agriculture avec 40 ans d'écart. Merci Mathieu Calam. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Enraciner l'agriculture », c'est aux presses universitaires de France. Il est 7h23 sur France Culture.